Le 3 septembre 1981, Céleste Moreau, une actrice française de 28 ans, connue pour ses rôles dans les films de la Nouvelle Vague, disparut mystérieusement de son appartement parisien du 16e arrondissement, laissant derrière elle une carrière prometteuse et un mystère qui hanterait la France pendant plus d'une décennie. Céleste, née à Lyon d'une famille bourgeoise, avait conquis le cœur du public français avec ses performances émouvantes dans Les Amants de Montmartre et Nuit d'été à Cannes, film qui l'avait établie comme l'une des actrices les plus talentueuses de sa génération. Ce soir-là, elle devait assister à la première de son dernier film au Cinéma Rex, mais elle ne s'y présenta jamais, inquiétant immédiatement son agent et ses proches, qui la connaissaient comme une professionnelle irréprochable. Son appartement luxueux donnant sur les jardins du Trocadéro fut retrouvé dans un état parfait, avec seulement un verre de vin rouge à moitié bu sur la table du salon et une lettre inachevée sur son bureau, commençant par « Mon cher Pierre, il faut que je te dise la vérité sur ce qui s'est passé cet été à Nice. » La police parisienne lança immédiatement une enquête approfondie, interrogeant ses collègues acteurs, réalisateurs et tous ceux qui l'avaient déjà côtoyé récemment. D'où nous lisez-vous? Partagez votre ville et votre pays dans les commentaires avant de continuer cette histoire. Les médias français se déchaînèrent, spéculant sur une possible fuite romantique, un enlèvement ou même un suicide. Mais aucune théorie ne tenait face au manque total d'indices concrets. Sa mère, Madame Moreau, une veuve élégante de Neuilly-sur-Seine, organisa des battues dans toute la région parisienne, mobilisant des centaines de bénévoles qui fouillèrent parcs, forêts et banlieues sans succès. Les semaines se transformèrent en mois, puis en années, et l'affaire Céleste Moreau devint l'une des disparitions les plus médiatisées de France, inspirant livres, documentaires et théories conspirationnistes. 11 ans plus tard, un glissement de terrain dans les Alpes françaises révélerait un secret enfoui qui bouleverserait tout ce que l'on croyait savoir sur cette nuit fatidique de septembre 1981, et la vérité s'avérerait plus choquante que toutes les spéculations qui avaient circulé pendant ces longues années d'incertitude et de douleur pour tous ceux qui l'avaient aimé et admiré. L'enquête initiale menée par l'inspecteur Jean-Claude Dubois révéla rapidement que Céleste avait vécu une période particulièrement troublée dans les mois précédant sa disparition, marquée par des tensions professionnelles et des conflits personnels qui avaient échappé à l'attention du public et des médias. Ses collègues du milieu cinématographique décrivirent une femme de plus en plus anxieuse et paranoïaque, qui se plaignait régulièrement de recevoir des lettres de menaces anonymes et d'être suivie par des inconnus dans les rues de Paris. Son réalisateur préféré, François Beaumont, révéla lors d'un interrogatoire que Céleste avait récemment refusé plusieurs rôles importants, affirmant qu'elle voulait disparaître du monde du cinéma et recommencer sa vie ailleurs, loin de tout ce cirque. Sa femme de ménage, Madame Dubois, témoigna qu'elle avait trouvé plusieurs fois l'appartement en désordre, comme si quelqu'un l'avait fouillé, et que Céleste avait fait installer de nouveaux verrous et un système d'alarme sophistiqué quelques semaines avant sa disparition. L'analyse de ses comptes bancaires révéla des retraits importants d'argent liquide dans les jours précédant sa disparition, totalisant près de 50 000 francs, une somme considérable pour l'époque qui suggérait une fuite planifiée ou un chantage. Les enquêteurs découvrirent également qu'elle avait consulté un avocat spécialisé en droit pénal, Maître Rousseau, qui refusa de révéler le contenu de leur conversation en invoquant le secret professionnel, alimentant encore plus les spéculations sur les raisons de sa disparition. La lettre inachevée trouvée sur son bureau mentionnait un certain Pierre et des événements survenus à Nice pendant l'été 1981, mais malgré des recherches approfondies, la police ne parvint jamais à identifier cette personne ni à comprendre la nature des événements auxquels Céleste faisait référence. Les médias français suivirent l'affaire avec une passion dévorante, transformant chaque nouvelle piste en une théorie sensationnelle, tandis que la famille de Céleste suppliait le public de respecter leur douleur et de cesser les spéculations blessantes qui ne faisaient qu'aggraver leur souffrance et leur angoisse quotidienne. Les années qui suivirent la disparition de Céleste furent marquées par une série de fausses pistes et de témoignages contradictoires qui maintinrent l'espoir de sa famille,
tout en frustrant les enquêteurs qui voyaient le dossier s'enliser dans un labyrinthe de suppositions et de rumeurs infondées. Des témoins affirmèrent l'avoir aperçue dans diverses villes françaises et européennes. Une femme ressemblant à Céleste avait été vue dans un café de Marseille, une autre dans un hôtel de Rome, et plusieurs personnes jurèrent l'avoir reconnue dans les rues de Londres. Mais toutes ces pistes s'avérèrent être des cas d'identité erronés ou des tentatives de personnes en quête de notoriété. Sa mère, rongée par l'inquiétude et le chagrin, engagea plusieurs détectives privés qui explorèrent toutes les hypothèses possibles, depuis l'enlèvement par une secte jusqu'à la fuite volontaire vers l'Amérique du Sud. Mais aucune de ces investigations ne produisit de résultats concrets. Le milieu du cinéma français organisa plusieurs événements commémoratifs, projetant ses films et collectant des fonds pour financer les recherches, tandis que ses fans les plus dévoués créèrent des associations pour maintenir son souvenir vivant et continuer à chercher des indices. L'affaire prit une dimension internationale quand Interpol fut sollicité pour étendre les recherches à l'échelle européenne. Mais même cette mobilisation exceptionnelle ne permit pas de retrouver la moindre trace de l'actrice disparue. Des médiums et voyants de toute l'Europe proposèrent leurs services, affirmant avoir des visions de Céleste dans des lieux exotiques ou des situations dramatiques, mais leurs prédictions se révélèrent toutes fantaisistes et sans fondement. L'inspecteur Dubois, obsédé par cette affaire qui avait défini sa carrière, continua à travailler sur le dossier même après sa retraite officielle, convaincu que la clé du mystère se trouvait quelque part dans les détails qu'il avait peut-être négligés. En 1987, 6 ans après la disparition, une nouvelle piste sembla émerger quand un témoin affirma avoir vu Céleste monter dans une voiture avec des plaques suisses le soir de sa disparition. Mais cette information tardive ne put être vérifiée et ne mena à aucune découverte significative dans cette enquête qui semblait maudite. Le 15 mars 1992, 11 ans après la disparition de Céleste Moreau, un violent glissement de terrain causé par des pluies torrentielles dans la vallée de Chamonix révéla une découverte qui allait bouleverser l'enquête et choquer toute la France. Des équipes de secours alpins, dirigées par le capitaine Michel Durand, fouillaient les débris à la recherche de victimes potentielles quand ils découvrirent les restes d'un chalet en bois qui avait été complètement enseveli sous des tonnes de terre et de rochers. En explorant les ruines de cette construction qui ne figurait sur aucune carte officielle, ils tombèrent sur une cave secrète parfaitement préservée qui contenait des preuves stupéfiantes liées à la disparition de l'actrice. À l'intérieur de cette cache souterraine, ils trouvèrent des documents d'identité falsifiés au nom de Marie Dubois, des photographies de Céleste prises à son insu, et surtout un journal intime détaillé qui racontait les derniers mois de sa vie sous une identité d'emprunt. Le journal révélait que Céleste avait découvert qu'elle était la fille illégitime d'un homme politique français très influent, le ministre de l'Intérieur Henri Marchand, et qu'elle avait tenté de le faire chanter pour obtenir reconnaissance et argent. Les pages décrivaient ses rencontres secrètes avec des intermédiaires, ses tentatives pour prouver sa filiation et sa peur croissante face aux menaces qu'elle recevait de personnes liées au ministre. La dernière entrée, datée du 2 septembre 1981, soit la veille de sa disparition, était particulièrement glaçante. « Ils savent que je sais. Je dois partir cette nuit. Si quelque chose m'arrive, que l'on sache qu'Henri Marchand est mon père et qu'il a ordonné mon silence. » Les enquêteurs découvrirent également des lettres manuscrites signées par Marchand lui-même, dans lesquelles il reconnaissait sa paternité tout en suppliant Céleste de garder le secret pour protéger sa carrière politique et sa famille. Cette révélation explosive impliquait l'un des hommes les plus puissants de France dans une affaire de chantage et potentiellement de meurtre, ouvrant une nouvelle dimension à l'enquête qui allait secouer les fondements du pouvoir politique français et révéler des secrets d'État soigneusement gardés. La découverte des documents dans le chalet enseveli déclencha une tempête politique sans précédent en France, forçant les autorités à rouvrir officiellement l'enquête sur la disparition de Céleste Moreau sous la supervision directe du procureur général de Paris. Henri Marchand, alors âgé de 67 ans et toujours influent dans les cercles politiques parisiens, malgré sa retraite officielle, fut immédiatement convoqué pour un interrogatoire qui dura plusieurs jours et fit la une de tous les journaux français.
Confronté aux preuves accablantes trouvées dans le chalet, Marchand finit par avouer qu'il était effectivement le père biologique de Céleste, né d'une liaison qu'il avait eue avec une jeune actrice de théâtre, Isabelle Moreau, en 1953. Il admit avoir été contacté par Céleste en juillet 1981, quand elle avait découvert la vérité sur ses origines grâce à des documents trouvés dans les affaires de sa mère décédée, et reconnu qu'elle avait tenté de le faire chanter en menaçant de révéler publiquement leur lien de parenté. Cependant, Marchand nia catégoriquement toute implication dans la disparition de sa fille, affirmant qu'il avait accepté de la rencontrer pour négocier un arrangement financier qui lui permettrait de garder le silence. Selon sa version des faits, leur dernière rencontre avait eu lieu le 2 septembre 1981 dans un restaurant discret de Neuilly, où il lui avait remis une importante somme d'argent en échange de sa promesse de ne jamais révéler leur lien de parenté. L'enquête révéla que Marchand avait effectivement utilisé ses relations politiques pour faire surveiller Céleste par des agents de sécurité privés, officiellement pour protéger sa sécurité, mais en réalité pour contrôler ses mouvements et s'assurer qu'elle respectait leur accord. Les journaux de ces agents, également découverts dans le chalet, montraient qu'ils avaient suivi Céleste pendant des semaines, documentant ses allées et venues, ses rencontres et même ses conversations téléphoniques interceptées illégalement. Cette surveillance intensive avait créé chez l'actrice un état de paranoïa et d'angoisse qui expliquait son comportement erratique dans les semaines précédant sa disparition, et soulevait des questions troublantes sur l'étendue des pouvoirs que Marchand était prêt à utiliser pour protéger ses secrets les plus compromettants. L'analyse approfondie des documents trouvés dans le chalet révéla une conspiration complexe, impliquant plusieurs personnalités influentes du monde politique et des affaires, transformant l'affaire Céleste Moreau en l'un des plus grands scandales de la Ve République française. Les enquêteurs découvrirent que Marchand n'avait pas agi seul, mais avait fait appel à un réseau d'anciens agents des services secrets français dirigé par un certain colonel Bertrand, spécialisé dans les opérations de nettoyage, pour le compte de personnalités publiques compromises. Ce réseau clandestin, qui opérait depuis les années 1960, avait pour mission de faire disparaître les preuves gênantes et, si nécessaire, les témoins qui pouvaient nuire à leurs clients puissants. Les documents révélaient que Céleste n'était pas leur première victime. Plusieurs autres personnes qui avaient tenté de faire chanter des politiciens ou des industriels français avaient mystérieusement disparu au cours des 2 décennies précédentes, leurs affaires étant systématiquement classées sans suite par des magistrats complices. Le journal de Céleste décrivait sa prise de conscience progressive de l'ampleur du danger qu'elle courait et ses tentatives désespérées pour rassembler des preuves qui lui permettraient de se protéger contre les représailles de son père biologique. Elle avait notamment caché des copies de tous les documents compromettants dans plusieurs endroits secrets, dont le chalet de Chamonix qu'elle avait acheté sous une fausse identité avec l'aide d'un notaire véreux. Les dernières pages de son journal révélaient qu'elle avait découvert que le colonel Bertrand préparait son élimination et qu'elle avait tenté de fuir vers la Suisse la nuit de sa disparition, mais qu'elle avait été interceptée avant de pouvoir franchir la frontière. Cette révélation glaçante confirmait les pires craintes de sa famille et prouvait que Céleste Moreau avait été assassinée pour protéger les secrets d'un homme qui aurait dû la protéger en tant que père, transformant cette affaire en un symbole de la corruption et de l'abus de pouvoir qui gangrénait certains cercles de l'élite française et révélant l'existence d'un État dans l'État. Le procès d'Henri Marchand et de ses complices, qui débuta en 1993, devint l'événement judiciaire le plus médiatisé de la décennie en France, attirant des journalistes du monde entier et divisant l'opinion publique française entre ceux qui réclamaient justice pour Céleste et ceux qui défendaient encore l'ancien ministre. Le procureur général, maître Catherine Roussel, présenta un réquisitoire accablant qui détaillait minutieusement la conspiration ayant mené à l'assassinat de l'actrice, s'appuyant sur les preuves trouvées dans le chalet et sur les témoignages de plusieurs anciens agents qui avaient accepté de collaborer avec la justice en échange d'une réduction de peine. Marchand, défendu par une équipe d'avocats prestigieux dirigée par maître François Mitterrand, homonyme de l'ancien président, maintint jusqu'au bout sa version des faits, affirmant qu'il n'avait jamais ordonné la mort de sa fille
et que le colonel Bertrand avait agi de sa propre initiative pour le protéger. Cependant, les preuves étaient accablantes. Des enregistrements téléphoniques révélaient des conversations entre Marchand et Bertrand, où ils discutaient explicitement de la nécessité de faire taire définitivement Céleste, et des témoins oculaires confirmèrent avoir vu l'actrice être forcée à monter dans une voiture le soir de sa disparition. Le témoignage le plus bouleversant fut celui de la mère de Céleste, Madame Moreau, qui révéla publiquement pour la première fois les circonstances de la naissance de sa fille et la façon dont Marchand l'avait abandonnée quand elle était enceinte, la forçant à élever seule un enfant qu'elle avait toujours présenté comme orpheline de père. Les avocats de la défense tentèrent de discréditer les preuves, en arguant qu'elles avaient été falsifiées par des ennemis politiques de Marchand, mais l'expertise technique confirma leur authenticité. Après 6 mois de débats passionnés et de révélations choquantes, le jury populaire déclara Henri Marchand coupable de complicité d'assassinat et de constitution d'association de malfaiteurs, le condamnant à la réclusion criminelle à perpétuité, tandis que le colonel Bertrand et ses complices recevaient des peines allant de 15 à 25 ans de prison, marquant ainsi la fin d'une époque d'impunité pour les puissants. La condamnation d'Henri Marchand marqua un tournant dans l'histoire politique française, déclenchant une vague de réformes destinées à renforcer la transparence et l'éthique dans la vie publique, tandis que l'affaire Céleste Moreau devenait un symbole de la lutte contre l'impunité des puissants. Le président de la République d'alors ordonna une enquête parlementaire sur les activités du réseau Bertrand, qui révéla l'existence de plusieurs autres opérations de nettoyage, impliquant des personnalités politiques de tous bords, provoquant la démission de plusieurs ministres et hauts fonctionnaires compromis. La mère de Céleste, Madame Moreau, utilisa l'indemnisation accordée par l'État français pour créer la Fondation Céleste Moreau, une organisation dédiée à la protection des témoins et à l'aide aux familles de victimes de crimes politiques, qui devint rapidement une référence européenne dans ce domaine. Chaque année, le 3 septembre, date anniversaire de la disparition de Céleste, la Fondation organise une cérémonie commémorative au Père-Lachaise où repose désormais l'actrice, rassemblant des centaines de personnes venues rendre hommage à sa mémoire et réaffirmer leur engagement pour la justice et la vérité. Le milieu du cinéma français honora la mémoire de Céleste en créant un prix annuel récompensant les jeunes actrices prometteuses, tandis que ses films furent restaurés et rediffusés, permettant à de nouvelles générations de découvrir son talent exceptionnel. L'ancien appartement de Céleste dans le 16e arrondissement fut transformé en musée, dédié à sa mémoire et à l'histoire de l'affaire, attirant des milliers de visiteurs chaque année qui viennent découvrir les documents originaux et comprendre les mécanismes de cette tragédie. Le chalet de Chamonix où furent découvertes les preuves fut également préservé et transformé en mémorial, rappelant que même les secrets les mieux gardés finissent parfois par être révélés par les caprices de la nature. L'inspecteur Dubois, qui avait consacré sa carrière à cette affaire, reçut la Légion d'honneur pour sa persévérance et devint une figure respectée de la police française, formant de nombreux jeunes enquêteurs aux techniques d'investigation des crimes complexes et inspirant une nouvelle génération de policiers déterminés à faire triompher la justice. L'impact de l'affaire Céleste Moreau sur la société française dépassa largement le cadre judiciaire, inspirant une profonde réflexion sur les relations entre pouvoir, corruption et justice, qui marqua durablement la conscience collective du pays. Les médias français, qui avaient initialement traité la disparition comme un fait divers sensationnel, furent contraints de reconnaître leur responsabilité dans la propagation de rumeurs infondées et adoptèrent de nouveaux codes déontologiques pour le traitement des affaires criminelles impliquant des personnalités publiques. L'affaire inspira de nombreuses œuvres artistiques, romans, films, pièces de théâtre et documentaires qui explorèrent les thèmes de la corruption politique, du sacrifice des innocents sur l'autel du pouvoir et de la quête de vérité face à l'omerta des élites. Les universités françaises intégrèrent l'étude de cette affaire dans leur cursus de droit, de sciences politiques et de journalisme, en faisant un cas d'école pour comprendre les mécanismes de la corruption et l'importance de l'indépendance de la justice.
La Fondation Céleste Moreau développa un réseau international de protection des témoins qui permit de sauver de nombreuses vies et de faciliter la révélation de scandales politiques dans plusieurs pays européens, démontrant que le sacrifice de l'actrice n'avait pas été vain. L'Association des familles de victimes, créée à la suite de l'affaire, devint un acteur majeur de la défense des droits des victimes en France, obtenant plusieurs réformes législatives importantes pour améliorer l'indemnisation et l'accompagnement des proches de personnes assassinées. Les révélations sur le réseau Bertrand conduisirent également à une réforme profonde des services de renseignement français, avec la mise en place de contrôles parlementaires renforcés et de mécanismes de transparence destinés à prévenir les dérives autoritaires. Chaque année, les écoles de journalisme françaises organisent donc des conférences sur l'affaire Moreau pour sensibiliser les futurs reporters à l'importance de l'investigation rigoureuse et à leur responsabilité dans la recherche de la vérité, même face aux pressions des puissants, perpétuant ainsi l'héritage de courage et d'intégrité de Céleste. Aujourd'hui, plus de 40 ans après la disparition tragique de Céleste Moreau, son histoire continue d'inspirer et d'émouvoir de nouvelles générations de Français qui découvrent son parcours à travers les archives, les documentaires et les témoignages de ceux qui l'ont connue et aimée. Le musée installé dans son ancien appartement parisien accueille chaque année des milliers de visiteurs venus du monde entier, attirés par cette histoire qui illustre parfaitement les dangers que peuvent représenter les secrets d'État et l'abus de pouvoir pour les citoyens ordinaires. Ces films, régulièrement rediffusés à la télévision et dans les cinémathèques, continuent de toucher le public par leur beauté et leur sensibilité, rappelant le talent exceptionnel d'une artiste dont la carrière fut brutalement interrompue par la cupidité et la lâcheté d'un père indigne. La Fondation Céleste Moreau, dirigée aujourd'hui par sa nièce Marie-Claire Moreau, a étendu ses activités à l'échelle internationale et travaille en collaboration avec des organisations de défense des droits humains pour protéger les témoins de corruption dans le monde entier. Le prix Céleste Moreau, décerné chaque année lors du Festival de Cannes, est devenu l'une des récompenses les plus prestigieuses du cinéma français, honorant les actrices qui, par leur talent et leur engagement, perpétuent l'héritage artistique et moral de celle qui lui a donné son nom. L'ancien chalet de Chamonix, devenu lieu de pèlerinage pour les défenseurs de la justice, porte une plaque commémorative où sont gravés ces mots choisis par sa mère. Céleste Moreau, actrice et citoyenne, morte pour avoir voulu dire la vérité. Henri Marchand, décédé en prison en 2001 sans avoir jamais exprimé le moindre remords pour ses actes, reste dans l'histoire française comme le symbole de la corruption politique et de la trahison paternelle la plus abjecte. L'affaire Céleste Moreau a profondément marqué la France, prouvant qu'aucun pouvoir n'est assez fort pour étouffer définitivement la vérité et que la justice, même tardive, finit toujours par triompher grâce à la persévérance de ceux qui refusent d'accepter l'impunité des puissants. Son souvenir vit dans chaque enquête journalistique qui révèle un scandale, dans chaque magistrat qui refuse les pressions, et dans chaque citoyen qui ose dénoncer l'injustice, perpétuant ainsi l'héritage d'une femme qui a payé de sa vie son refus de se taire face à la corruption et à l'abus de pouvoir.